Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous aviez publié Apocalypse cognitive, vous nous revenez avec un livre exceptionnel qui s'appelle À l'assaut du réel. Moi je montre cette une de l'Express, voilà, regardez, on va la voir. C'est le vrai penseur de notre temps. Vous avez fait donc la une de l'Express. Qu'est-ce qui fait que, au fond, vos recherches, vos travaux, on va parler de cette post-réalité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur de ce qui est en train de se passer dans le monde d'aujourd'hui ? Un peu le hasard, en fait. J'ai choisi dès l'origine, dès ma thèse, elle remonte à quelques dizaines d'années maintenant, de travailler sur les croyances collectives qui n'étaient pas tellement à la mode. Mais il se trouve que, notamment par l'apparition des mondes numériques, il y a une nouvelle, je dirais, concurrence entre le vrai et le faux qui n'est pas toujours favorable au vrai. Ouais. Et ce qui fait qu'en effet, mes interrogations en tant que sociologue des croyances sont devenues, je crois, d'une grande Ça contemporanéité. veut dire qu'au fond, le vrai et le faux se mélangent aujourd'hui, la société est perdue. Manifestement, non seulement le vrai et le faux se mélangent, mais parfois même le faux a un avantage concurrentiel sur le marché des idées pour plein de raisons. Les réseaux sociaux y sont pour quelque chose, la suractivité de certains acteurs sur ces réseaux sociaux aussi, et nous sommes confrontés non plus seulement à un problème de vérité, mais comme je l'explique dans le livre, un problème de réalité, c'est-à-dire la possibilité de vivre ensemble. Oui. Alors, dans la même société, nous le faisons, mais dans le même monde en même temps. Et ça, c'est de moins en moins le cas. C'est l'expression « on prend ses désirs pour des réalités ». Oui. Au fond, c'est ça. Alors, ça, c'est un des paramètres fondamentaux que j'explore dans le livre. Il ne date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un invariant de la pensée humaine. Depuis toujours, l'homme, et c'est bien comme ça, a voulu plier le réel à ses désirs. La première raison, c'est qu'on est faible biologiquement, on n'a pas de carapace, on n'a pas de croc, etc. Donc on s'en est fabriqué. Le fait de tailler du silex, c'était déjà une expression de la pensée désirante, la wishful thinking, comme on dit en anthropologie. Seulement voilà, cette pensée désirante qui a apporté beaucoup de progrès à l'humanité, elle peut aussi nous conduire vers des chemins où l'on s'égare, où tout à coup, on ne veut plus entendre le non que parfois le réel impose à nos désirs. Mais ça, je reviens là-dessus, cette pensée désirante, c'est-à-dire qu'au fond, on croit vrai quelque chose sous prétexte tout simplement parce qu'on le désire. Oui, il y a plein d'expérimentations que je mentionne dans le livre, sont très amusantes, où par exemple on vous présente deux figures et on vous dit si vous voyez ceci, c'est sans doute que vous êtes en bonne santé. Par contre, si vous voyez ça, vous n'êtes peut-être pas en bonne santé. Donc que croyez-vous que les gens voient ? Évidemment, les gens voient la première figure, ils se persuadent qu'ils ont vu plutôt par exemple un chiffre ou une lettre plutôt que l'inverse, s'ils croient que cette lettre est prédictive d'une mauvaise santé. Vous voyez ? Donc en fait, on est capable même de manipuler d'une certaine façon pour nous-mêmes notre perception de la réalité en vue d'atteindre un monde qui est plus désirable. C'est ça la grande obsession humaine, parce que nous percevons le champ des possibles, nous voulons nous y déplacer avec notre désir, et par exemple la superstition, la magie, elles servent un peu à ça. Quand on touche du bois discrètement, je sais que personne n'est superstitieux, mais il se trouve qu'on pratique ce genre de choses quand on est confronté à l'incertitude et à la peur de voir advenir un réel qui nous fait peur. Mais ça pose de grands problèmes, des grandes questions sur la démocratie. Alors, c'est-à-dire que percevoir la réalité telle qu'elle est n'est plus, avec le numérique, et on va en parler aussi, n'est plus quelque chose à l'apanage de chacun. C'est un double problème. Le premier problème, c'est de vivre en démocratie, parce que la démocratie a besoin d'un socle commun. Il faut qu'on s'entende évidemment sur les faits, par exemple sur les données macroéconomiques, macrosociales, pour pouvoir prendre des décisions de politique publique. Si pour vous l'inflation est de 3% et pour moi elle est de 25%, c'est pas du tout les mêmes politiques publiques. Regardez ce qu'a fait d'ailleurs Donald Trump cet été, qui est un grand acteur de la post-réalité. Il a tout simplement licencié la chef des études statistiques du travail parce qu'elle avait rendu un rapport qui ne convenait pas au réel qui voulait imposer à l'opinion publique américaine. Donc on casse les thermomètres et on s'éloigne du réel. Mais il y a un autre problème dans la démocratie, qui est conjoint à la démocratie, c'est que ce sont des systèmes où l'on espère beaucoup d'une certaine façon, et c'est fabuleux, je suis profondément démocrate, mais c'est un système qui nous promet, sur la base du mérite, sur la base de plein d'autres choses, mais qui ne tient pas forcément ses promesses, de sorte que, et ça c'est aussi vieux qu'Alexis de Tocqueville qui parlait de la démocratie américaine au XIXe siècle, eh bien, de sorte que les systèmes démocratiques sont ceux aussi qui engendrent le plus de frustration. Et qu'est-ce que c'est la frustration ? Eh bien, c'est un désir qui tout à coup est contrarié. Et cette contrariété-là, elle produit beaucoup de phénomènes sociaux que j'étudie dans le livre. Oui, phénomènes sociaux. Aujourd'hui, par exemple, manifestations monstres en France, des black blocs qui peuvent éventuellement casser, qui manifestent une énorme frustration, même une colère. Est-ce que c'est compréhensible, au fond,
par rapport à la réalité, si on vit dans le monde aujourd'hui, il y a des pays, des chiffres qui peuvent dire qu'en France, on n'est pas à certains niveaux où d'autres pays se sentent peut-être plus heureux avec beaucoup moins. Oui, cette frustration qui semble paradoxale, parce qu'en effet, quand on regarde les grandes enquêtes internationales, je les mentionne aussi dans le livre, on voit que la France, qui a quand même un niveau de vie très supérieur à la moyenne des autres pays, peut se situer en bas de l'échelle en termes d'optimisme, etc. Mais c'est peut-être aussi parce que les Français ont un peu conscience de vivre dans un pays remarquable et qu'ils ont peur de perdre. En fait, le problème quand vous êtes très possédant, c'est que vous devenez obsédé par la perte. Et dans notre cerveau, il y a une asymétrie entre les gains et les pertes. Vous savez que pour compenser 1 euro de perte, il faut 2,5 euros de gain. Donc quand vous vous pensez possédant, vous avez peur de chuter. Et les Français sont des espèces de chauvins refoulés en quelque sorte. Je pense qu'ils aiment souvent leur pays, avec un peu d'orgueil parfois, dit-on, mais surtout, ils ont la conscience qu'ils vivent dans un paradis provisoire. Oui. Et je pense que ça explique beaucoup de ces chiffres. Parfois, et certains l'ont dit, ils vivent dans un supposé paradis, pensant vivre en enfer. Et c'est une phrase de Sylvain Tesson, tout à fait. Les Français sont ceux qui vivent au paradis alors qu'ils se croient en enfer. C'est vrai que nous sommes, c'est un peuple un peu particulier. Oui, et alors les réseaux sociaux permettent aussi la comparaison. Ouais. Et effectivement, ce qui n'est pas le cas aussi dans une dictature. On n'a pas à se comparer. Donc au fond, on est plus heureux dans une dictature, on a plus le sentiment du bonheur dans une dictature que dans une démocratie où on se compare toujours à mieux que soi. Alors je dirais quand même pas ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de frustration, oui, dans les systèmes qui promettent beaucoup et dans les systèmes où on a organisé une transparence sur la possession des autres. Et c'est exactement ce que font en effet les réseaux sociaux qui aggravent cette mélancolie démocratique, c'est-à-dire que ce que j'appelle la société de Tantale, vous savez, Tantale, c'est ce personnage mythologique qui ne peut ni boire ni manger alors qu'il a à portée de main des fruits et de l'eau parce que ça se dérobe à sa main. C'est un peu comme ça que l'on est lorsqu'on observe les réseaux sociaux et qu'on voit que, par exemple, notre ami est allé manger dans un restaurant 3 étoiles ou qu'il a fait des vacances fabuleuses. Eh bien, on a beau savoir sa vie aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait bien que c'est pas un échantillon représentatif, mais ça nous fait du mal. Et d'ailleurs, la science le montre. On est souvent plus heureux au sortir de la consultation des réseaux sociaux qu'avant d'y être rentré. Donc tout cela plus malheureux. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux engendrent le malheur. Et la frustration, donc effectivement le supplice de Tantale, et tout ça bouillonne. Et si on ajoute à cela dans les mondes numériques qu'en fait, il y a aussi des nouveaux outils, les intelligences artificielles, les lunettes de Zuckerberg qui nous permettent on va mélanger la réalité et le... Exactement. On est en train de gommer en fait les frontières entre le réel et l'artificiel. Vous savez, depuis 2016, il y a plus de production d'informations par des agents artificiels que par des agents naturels. 2016. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec les grands modèles de langage, on a une production d'images, de vidéos, de textes qui sont de plus en plus artificialisés. Ce qu'on appelle la zombification d'Internet. Et souvent, nous ne savons plus distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors ça a une conséquence, ça nous permettrait, c'est ce que j'appelle dans le livre, de nous abandonner au scepticisme opportuniste. C'est-à-dire pouvoir douter de tout quand ça nous arrange. Et croyez-moi, ça par contre, ça ne va pas arranger les affaires de la démocratie. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque finalement la réalité virtuelle va être bien plus agréable à vivre que la réalité tout court et qu'au fond, elle va la remplacer dans le désir, cette pensée désirante. Si nous en arrivons là, ce qui est peut-être possible techniquement, ce n'est pas encore le cas, si nous en arrivons là, il est possible qu'en effet, un certain nombre de nos concitoyens préfèrent se réfugier dans des altermondes plutôt que dans la vie réelle. Mais c'est déjà le cas. J'étudie beaucoup de communautés en fait très étranges dans ce livre. Vous avez des cas où des gens s'isolent complètement. Ouais. Et on appelle les hikikomori. Ça date des années 80-90, donc bien avant les mondes numériques, parce que simplement c'est des jeunes garçons généralement qui ne supportaient plus la pression scolaire, et puis il y a une crise économique forte au Japon. Alors tout à coup, leur désir ne pouvant pas se réaliser, on avait mis beaucoup d'espoir en eux, ils préfèrent refluer ce désir vers leur chambre. Ils ne sortent, à partir de l'adolescence, plus de leur chambre d'enfant où ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont imposer à leur famille des rituels pour essayer finalement de circonvenir le possible et l'incertitude pour faire de demain un présent éternel. Donc vous voyez, il y a des communautés, et elles sont des millions de personnes dans le monde, ce n'est pas des toutes petites communautés, qui indiquent ces assauts faits au réel. Donc une des stratégies, c'est de contourner le réel, une autre, c'est de le corrompre, comme on l'a vu avec l'intelligence artificielle ou Donald Trump, et il y a plein d'autres stratégies que j'analyse dans le livre. Ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, c'est une guerre contre la réalité ou la vérité avec un grand V. On ne veut plus de se
corps biologique qui vous enferme et vous limite. On ne veut plus de la mort. On veut nier toutes les réalités, finalement. Oui, c'est le destin que s'assignent par exemple les transhumanistes, auxquels je consacre aussi un chapitre. Parmi toutes ces communautés, d'une façon générale, on veut s'affranchir du réel, souvent du corps biologique par exemple, parce que finalement ce qui s'oppose à l'expression de notre désir, c'est les limites de notre corps. Si j'ai envie je me sens un animal par exemple, c'est le cas. Il y a des communautés qui s'appellent les Terrians, où les individus pensent qu'ils sont des loups, des ours, plutôt que des êtres humains. Alors ça peut nous sembler très loufoque, et je le comprends, mais je ne moque pas en fait ces communautés dans le livre, j'essaye de comprendre les raisons. Et ces raisons, une des conséquences, c'est cette pensée désirante dérégulée qui s'affranchit des catégories habituelles avec lesquelles nous pensons le réel, et donc qui rend souples toutes les frontières, qui les rendent fluides, si je prends leur propre vocabulaire. C'est un grand avantage. Vous pouvez devenir qui vous voulez, y compris un ours ou un lion. Alors, on peut dire, moi, j'ai décidé de ne pas être ce que je suis. J'ai décidé d'être traité comme un animal et je suis un tel animal. Oui, alors, mieux vaut pas aller par exemple, dans une troupe de loups, si vous croyez loup. Je vous le déconseille. C'est délirant. Ça paraît délirant, mais on entend ce genre de comportement aujourd'hui. C'est très minoritaire, ça, par contre, ces communautés, mais elles existent. Ils ne sont pas délirants, ils ne sont pas fous. Simplement, il y a un système de raison qui les a conduits, dans la société contemporaine, à trouver des narrations que des communautés vont trouver légitimes. Et c'est ça qui m'intéresse en tant que sociologue. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en quelque sorte ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que des personnes se marient avec une table ? Parce que c'est arrivé. Il y a une dame qui s'est mariée avec le mur de Berlin, par exemple. Mais quand il a chuté, elle est devenue veuve. Donc ensuite, elle s'est mariée avec une barrière en bois. C'est ce qu'on appelle les objectophiles. Là aussi, vous pourriez m'objecter que c'est évidemment très très minoritaire. Et ça l'est. C'est pas ça qui nous attend. Je pense pas que c'est notre futur. Mais ces communautés, aussi minoritaires soient-elles, expriment par la grimace la forme de notre visage contemporain. Oui, c'est vrai que les visages et les expressions comptent beaucoup. L'enfant, dans une société comme société occidentale où on fait de moins en moins d'enfants, et l'enfant est roi, plus que jamais. C'est une des... jamais été, alors qu'on en fait de moins en moins. C'est une des composantes du sujet. En effet, j'invoque des statistiques qui montrent que le nombre d'heures consacrées aux enfants dans ces 20 dernières années a complètement explosé. Et dans le même temps, les enfants, quand ils deviennent adolescents, repoussent de plus en plus le moment où ils vont avoir des activités d'adultes. Alors c'est conduire une voiture, travailler, etc., boire de l'alcool. Donc c'est pas toujours très, 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 très recommandable. C'est pas la question. En tout cas, on voit que l'enfance, en fait, devient de plus en plus un temps qui déborde, un peu comme chez les hikikomori, qui restent dans le fond des enfants éternels. Et en effet, c'est un des paramètres de la dérégulation du désir. Parce que finalement, l'éducation, c'est une façon de rappeler le réel aux enfants. Si vous protégez l'enfant des sanctions du réel à un moment donné, eh bien, s'il ne se cogne jamais au mur, il est normal qu'il se constitue identitairement en réclamant tout du réel. Seulement voilà, notre désir est infini, mais le réel, lui, il est fini. Oui, ça renvoie à mai 68, et vous en parlez. Au fond, ça a un peu commencé là. Alors ça a commencé, je pense, bien avant, mais 68, en tout cas par ses slogans, a été un symptôme de ça. C'était d'abord une lutte politique, etc. Mais en même temps, les slogans venaient d'un groupe qui s'appelait les situationnistes, qui réclamait la subjectivité radicale, c'est-à-dire la volonté d'imposer, encore une fois, son désir au monde. Et quand on regarde les slogans, c'est soit réaliste, demande l'impossible, l'imagination au pouvoir, etc. C'est très drôle parce que quand on regarde les caractéristiques dans les enquêtes internationales qu'on prête aux enfants, les qualités aux enfants, par exemple, la qualité d'obéissance a carrément disparu. Dans les 20 dernières années, elle a fondu, alors qu'avant, on pensait qu'un enfant, par exemple, ne devait pas être égoïste. Eh bien, cette qualité de non-égoïsme, elle a aussi disparu. Et le pays où c'est le plus saillant, où on mise sur l'autonomie des enfants, et qu'ils soient égoïstes, c'est pas très grave, qu'ils soient pas obéissants, c'est la Corée du Sud. Vous savez quoi ? C'est là où, dans le monde, on fait le moins d'enfants. Voilà. Oui. Au début du livre, vous parlez même de la pédophilie qui était vantée à une époque comme quelque chose de tout à fait naturel. Vous vous rappelez des propos tenus par Daniel Cohn-Bendit, par exemple, sur lesquels il est revenu, donc je ne lui fais pas ce procès, mais il est vrai que, comme chacun sait, c'est une banalité, à la fin des années 60 et au début des années 70, la notion de liberté individuelle avait avait tellement déployé ses ailes qu'en effet, par exemple, on considérait que les enfants étaient corsetés dans une société. On considérait,
une minorité, je pense, à l'époque, mais très activiste et très à gauche, considérait que les enfants étaient corsetés dans des interdits moraux. Ce qui a contrebalancé ça, c'est en même temps l'individualisme aussi, c'est-à-dire le fait non plus de considérer que la société nous oppresse comme une société bourgeoise, mais que l'individu, et ça c'est un bien pour les enfants, a des droits souverains, notamment il possède son corps, on ne peut pas jouir de son corps sans son consentement, bien entendu, et en particulier s'il est mineur. Donc toutes ces questions, en fait, elles sont au carrefour, finalement, de notre monde contemporain. Oui, il y a une phrase qui est dans le livre, vous dites « nous voyons ce que nous croyons ouais. », non pas ce que nous croyons, ce que nous voyons. C'est-à-dire que nous voyons ce que nous croyons. Ça, c'est terrible. Au fond, c'est terrible. Ben oui. C'est un aveuglement collectif, c'est une illusion collective. C'est terrible si... Tout à coup, cette maxime se transmue en force politique, et je pense qu'ici ou là, sans faire de politique sur votre plateau, on en voit les effets. Je pense aux États-Unis, par exemple, mais aussi chez nous, de bien des façons. Toutes les forces, je dirais, populistes, qu'elles viennent de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, jouent sur cette confusion du réel et sur la volonté d'imposer son désir à la réalité par des formules simplistes. Vous voyez, on voudrait résoudre, encore une fois, il n'y a pas de réchauffement climatique parce que depuis 2 semaines, il fait froid chez moi, dit Donald Trump, vous voyez, des choses comme ça. Et ça peut aller dans le sens de nos attentes spontanées, mais ça fracture le monde. Et le problème, c'est qu'on peut oublier le réel pendant un temps. Comme dans le film, vous savez, Don't Look Up, où il y a une météorite qui s'approche de la Terre. Ne regardez pas, pour ne pas voir, justement, je vois ce que je crois. Donc tant que je ne regarde pas, je n'ai pas besoin de croire, mais le problème c'est que la météorite, un jour, elle tombe, et le réel se rappelle à nous. Oui, alors la question c'est d'être optimiste ou pessimiste. Alors c'est vrai que vous dites la solution, ce serait le retour à une forme de sagesse, le retour à une vérité scientifique, le retour à une forme de réalité, de réalisme, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné et moi je ne peux pas faire grand-chose en tant qu'acteur social, en tant qu'individu. Ce que je peux faire, c'est écrire des livres pour essayer de décrire cette situation, parce que la compréhension de notre situation, déjà c'est un peu anxiolytique, ça nous rassure parce qu'on comprend les processus dans lesquels on est, on se dit ah oui ok je vois où je suis, et en même temps c'est la meilleure façon de trouver des clés de réponse collective. Merci beaucoup Gérald Bronner. À l'assaut du réel, vers la post-réalité, donc aux éditions Presse Universitaire de France. Vous étiez à la une de l'Express. C'est un livre absolument incroyable. On apprend plein de choses. Ça se lit c'est très simple à lire parce que c'est vraiment à la portée de tous et c'est fascinant. Vous ouvrez des portes et on comprend le monde d'une autre manière. Merci beaucoup Gérald Bronner d'avoir été avec nous.